La décision du nouveau gouvernement conservateur indien de geler les financements de Greenpeace et d'affaiblir les lois de protection de l'environnement envoie un message effrayant selon le chef de file de Greenpeace International. J'ai lancé un appel au Premier ministre Modi pour lui signifier de ne pas attendre la décision du tribunal pour dégeler nos avoirs, afin que nous puissions accomplir le travail nécessaire pour assurer que l'Inde puisse retrouver le chemin du développement durable, qui répondent à la fois aux défis du développement de l'Inde et aux besoins de construire notre économie sur des déchets à faible émission de carbone. La répression à Greenpeace et certains aspects dilués de la législation environnementale actuelle envoient ainsi le message très effrayant qu'en fait le secteur de l'entreprise et l'intérêt du secteur de l'entreprise sont placés d'une façon disproportionnée au-dessus des intérêts des gens qui sont dépendants des forêts pour vivre, aussi bien que des intérêts de l'environnement. Dependent on forests for their livelihoods as well as the interests of the environment. 8 femmes sont mortes et des dizaines d'autres ont dû être hospitalisées dans le centre de l'Inde à la suite d'un programme de stérilisation de masse organisé par l'État. Une soixantaine de femmes souffrent de complications consécutives à cette opération chirurgicale organisée le 8 novembre. Et 24 d'entre elles sont dans un état grave, d'après les autorités de l'État de Chhattisgarh mardi. D'après un responsable administratif du district de Bilaspur, les signalements faisaient état de baisse de tension, de vomissements et d'autres symptômes se sont multipliés lundi parmi ces femmes opérées dans le cadre d'une opération du planning familial. Le gouvernement de l'État a lancé une enquête et des habitants de Bilaspur sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère et demander des sanctions contre les médecins. Des opérations de stérilisation sont régulièrement organisées dans divers États de l'Inde dans le cadre d'un programme national qui prévoit d'accorder 20 € aux femmes volontaires. Avides de remplir leur objectif, certains gouvernements offrent également des biens tels qu'une voiture ou de l'électroménager pour recruter des couples volontaires. Le médecin-chef du principal hôpital de Bilaspur, qui a accueilli nombre de victimes, a déclaré ne pas pouvoir expliquer ce qui s'est passé pour le moment. Selon lui, il serait prématuré de spéculer sur les raisons de cette tragédie. En 2012, l'ONG Human Rights Watch avait exhorté dans un rapport le gouvernement à mettre en place un système ou de mauvaises conditions d'hygiène dans les centres. Depuis plus de 3 semaines, des milliers de poissons morts sont apparus dans la baie de Guanabara. Les premières analyses officielles écartent la pollution ou le manque d'oxygène, mais de leur côté, le millier de pêcheurs artisanaux dont l'activité est en péril met en cause la pollution et les activités pétrochimiques dans la baie. Les pêcheurs disent ne plus trouver de poissons dans la baie et sont obligés d'acheter des poissons d'autres régions de Rio ou du Brésil. Dans un premier temps, les autorités ont accusé les pêcheurs d'avoir remis en mer la surproduction de poissons. Les pêcheurs ne vont pas empoisonner l'eau dont ils tirent leur propre nourriture pour vivre. Ce n'est pas à cause des pêcheurs. Alors, pourquoi ils ne vont pas vérifier les activités des entreprises pétrochimiques, des entreprises alentours? Pourquoi ils ne vérifient pas les raffineries? Il est très clair que nous sommes en train d'assister à un crime contre l'environnement. L'entreprise municipale de nettoyage a indiqué avoir retiré 20 tonnes d'aloes mortes des plages de l'île ainsi que 4 tortues marines. Il s'agit d'un groupe de poissons qui comprend également la sardine et le hareng. Les premières hypothèses des scientifiques sur la mort des aloes seraient soit liées à la pêche intensive qui pousserait les pêcheurs à rejeter à la mer les poissons à basse valeur commerciale comme l'aloes, soit la température de l'eau qui serait trop chaude, provoquant ainsi une diminution de l'oxygène dans l'eau. Intentionnellement ou de manière accidentelle, l'action des hommes, le transport, le commerce international et le tourisme ont transformé les espèces invasives dans l'une des principales menaces à la biodiversité puisqu'elles sont responsables de l'extinction de la flore et de la faune. Ce sujet a été l'un des aspects traités lors d'un séminaire dans la réserve naturelle de Huilo Huilo dans le sud du Chili avec la participation de spécialistes de plusieurs pays. En Patagonie chilienne, il n'y avait pas de castors.
jusqu'à ce qu'une vingtaine de couples soient introduits il y a de cela quelques décennies pour la production de fourrure. Aujourd'hui, ils constituent une menace pour la biodiversité locale. Les espèces se sont toujours déplacées. Le vent porte les graines, les animaux volent et nagent, mais toutes ne sont pas capables de traverser l'océan Atlantique ou la cordillère des Andes. Intentionnellement ou accidentellement, par le transport, le commerce ou le tourisme, l'action humaine a introduit les espèces dans les habitats qui ne sont pas les leurs, les transformant en envahisseurs. Ces espèces invasives menacent désormais de détruire la faune et la flore autochtones. Les castors vivent en équilibre avec leur milieu dans leur habitat naturel en Europe et en Amérique du Nord. Mais en Patagonie, ils se nourrissent de bois incapables de se régénérer, au rythme duquel ils sont consommés et ne craignent aucun prédateur. Avec le bois qu'ils coupent, ils érigent des digues hautes jusqu'à 3 mètres, inondant, asséchant ou détournant des cours d'eau. En quelques années, ils ont colonisé des îles et sont parvenus à atteindre le continent. Leur développement est tellement rapide qu'aujourd'hui, ils constituent un fléau difficile à éradiquer. Les autorités chiliennes et argentines ont autorisé leur chasse, mais ces efforts ne se sont pas révélés suffisants. D'ici plusieurs heures, cet homme pourra sortir de cette clinique transformé. Le docteur Humayun, pionnier de la greffe de cheveux au Pakistan, voit défiler des centaines de patients comme lui chaque année. Ici, au pays des purs, il ne fait pas bon être ganja ou chauve en ourdou. En Occident, si vous dites que quelqu'un est chauve, il s'en fichera, non ? Mais si vous traitez quelqu'un de ganja, c'est-à-dire chauve, ici au Pakistan, c'est comme une insulte. C'est comme ça. Les gens se moquent des chauves dans ce coin du monde. C'est stigmatisant d'être chauve. Pour quelques centaines de dollars ici, contre des milliers en Occident, les Pakistanais se font greffer des cheveux lors d'une opération qui prend environ 6 heures. Une bande capillaire est prélevée à la base du crâne, découpée et simplement replantée sur le sommet. Un filon lucratif pour les chirurgiens plastiques. Ici, dans cette clinique de Peshawar, les clients se pressent, comme Mohamed, qui veut la même tête que son cousin, opéré il y a quelques mois. Quand je l'ai vu après son traitement, j'étais choqué. Je lui ai dit, ou plutôt, je l'ai forcé à m'emmener ici pour faire ce traitement aussi. Question de virilité, d'honneur, le cheveu est extrêmement important dans cette partie du monde. Cet étudiant a demandé à son père une greffe comme cadeau, à la place de la moto initialement prévue. Mon fils pense que les cheveux sont absolument tout pour lui. Nous avons eu cette conversation à la maison aussi. Il a un complexe d'infériorité. Il dit qu'en hiver, avec la pluie, on voit encore plus qu'il perd ses cheveux. C'est pour ça que nous sommes là. C'est notre première visite à Peshawar. Les cliniques se multiplient dans les rues de la capitale pachtoune, surtout depuis que les stars se sont mises à la greffe capillaire. Joueurs de cricket, chanteurs, mais aussi et surtout hommes de pouvoir. Moi, j'ai constaté qu'après la greffe de cheveux de Nawaz Sharif, le Premier ministre, et de son frère, le ministre du Pendjab, c'est devenu très populaire. Avant cela, c'était très difficile d'expliquer aux clients ce que c'était. Ils ne comprenaient pas. Où prenez-vous les cheveux? Où allez-vous les implanter? Et ils avaient très peur. Et la tendance ne s'arrête pas là. Dans ce pays où l'apparence religieuse est déterminante, les chirurgiens parlent même d'effectuer des greffes de barbe. C'est un voyage hors norme qui a duré plus de 10 ans et permis de parcourir 6 milliards de kilomètres. Pour Rosetta, la sonde européenne, le grand jour est arrivé. Après 10 ans dans l'espace, elle va tenter de faire atterrir un laboratoire nommé Philae sur une comète. Une première dans l'histoire. Voici la comète. En réalité, elle est 1000 fois plus grande. C'est ici que nous allons tenter de faire atterrir le laboratoire sur l'endroit le plus plat. Une tâche très difficile. Conçu par l'Agence spatiale européenne, ce laboratoire de 100 kg va tenter d'atterrir sur la comète 67P, découverte par 2 astronomes ukrainiens en 1969. Un atterrissage sur une comète qui tourne autour du Soleil à quelques 135 000 km à l'heure. Si c'est un succès, Philae va passer l'année à prendre des photos de la comète et à analyser sa surface. Philae va faire des mesures in situ, c'est-à-dire depuis la surface, en prélevant des échantillons
Et peut-être l'analyse la plus importante, c'est l'analyse moléculaire de ce matériau organique riche en carbone qui tapisse le sol de la comète par endroits, et c'est là où on va se poser. Les astrophysiciens pensent que les comètes sont faites d'anciens glaciers et de poussière hérités de la formation du système solaire il y a des milliards d'années. Ils attendent beaucoup de l'analyse des composés organiques qui ont pu avoir un rôle majeur dans l'apparition de la vie sur Terre et sur la formation des planètes. Ce que nous allons pouvoir étudier, c'est ce qui s'est passé à la naissance du système solaire, à la création d'une planète comme la Terre et après de la vie sur la Terre. Regarder de près une comète va nous permettre de remonter dans le temps comme nous ne l'avons jamais fait jusqu'à présent. Il faudra 7 heures à Philae pour voyager depuis la sonde Rosetta jusqu'à la comète. Cette odyssée historique devrait s'achever en décembre 2015. Mais pour le moment, les scientifiques n'espèrent qu'une chose, que cet atterrissage sur la comète se passe bien. Daniela a 15 ans et comme une dizaine d'adolescentes du même âge, elle se prépare pour aller à un bal de débutantes. Elles viennent d'une petite favela tranquille du centre de Rio et les organisateurs sont les policiers de l'unité de pacification de leur quartier venus dans le cadre de la politique de sécurisation de Rio en guerre contre le trafic de drogue. Pour l'occasion, maquilleuses, habilleuses et coiffeuses sont aux petits soins dans ce salon de l'hôtel le plus luxueux de Rio. Jamais je n'aurais pensé venir un jour ici au Copacabana Palace, parce que c'est vraiment un endroit très chic ici. Beaucoup voudraient être à ma place, mais Dieu merci, c'est moi qui ai été choisie. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et je le raconterai à mes enfants. Maquillage, coiffure, robe, souliers, en quelques heures, Daniela s'est métamorphosée. Ah, je me sens comme une vraie princesse. Une joie qu'elle partage en direct avec sa famille. C'est une jeune fille extravertie qui adore se prendre en photo. Dans cette petite favela sur les hauteurs de Rio, les parents ont vu d'un bon œil l'arrivée de l'unité de pacification il y a 1 an et demi. Avec l'arrivée de la police du quartier, ça a permis de parler plus facilement et finalement d'être plus écouté. La famille et les amis de Daniela se préparent eux aussi pour la fête. Pendant qu'à Copacabana, les princesses d'un soir embarquent à bord d'une limousine. Direction un château de la marine brésilienne de la baie de Rio. Et leurs cavaliers d'un soir, des futurs policiers, reçoivent les derniers ordres. Vous avez la permission de vous détendre en respectant les enseignements que vous avez reçus, ok? Ce soir, c'est convivial, c'est tranquille. Les jeunes officiers entrent en piste et jouent au prince charmant le temps d'une valse. Une véritable opération de séduction auprès des habitants. Car des scandales de corruption et violation des droits de l'homme de la part des policiers dans les favelas, incluant torture et exécution, entachent régulièrement leur réputation. C'est seulement pour une dizaine de jeunes filles. Mais l'impact est très important parce que comme c'est une petite favela, tout le monde va être au courant de cet événement. Alors les familles, les jeunes parleront bien mieux de la police après. Certaines jeunes filles, déjà mères à 15 ans, profitent de la soirée avec leur famille et rejoignent la piste pour danser et vivre ce rêve pendant quelques heures encore. Au lever du jour, les cendrillons devront quitter le château et retourner dans leur favela.